de faire ça beaucoup plus facilement. C'est vrai. Alors du coup, comme dans toute bonne présentation, on va commencer par une définition, hein. C'est animé. Donc bon, bah, on est deux, on vous présente une définition, on va pas vous faire un sketch d'Eric et Ramsey, hein, mais du coup, on va parler d'animation, donc du verbe animer, avec du coup la première définition, c'est donner quelque chose de mouvement. Donc, ça, c'est la définition un peu simple, mais la deuxième définition qu'on trouve et qui est un petit peu plus jolie, c'est donner à quelque chose la vie ou l'apparence de la vie. Euh, c'est une belle définition, très poétique, et dans ce cas-là, quelque chose, bah, c'est notre application, et l'apparence de la vie, bah, c'est les animations et le mouvement. Donc, petite introduction ou petit rappel sur Jetpack Compose ou Compose comme on appelle maintenant, parce que Jetpack Compose c'était un petit peu long. Donc Compose, c'est un framework UI récent poussé par Google qui est du coup déclaratif. Donc, déclaratif, ça veut dire quoi? C'est à l'inverse d'impératif. Si on devait résumer du coup ce que c'est impératif par rapport à déclaratif, impératif c'est quand on va avoir une liste d'instructions qui vont mener à conclusion, et déclaratif, c'est quand on a la conclusion directement. Typiquement, si on prend une recette de cuisine, c'est quelque chose d'impératif. C'est pas ce qu'on va avoir à la fin quand on commence. Mais on va suivre, mettre les œufs, mettre la farine, mettre dans un moule, mettre au four, et à la fin, on a un gâteau. Mmh. Voilà, c'est bon les gâteaux. Ouais, j'adore. Déclaratif, c'est dire bah, un gâteau, c'est quelque chose qui a une forme ronde quand il est cuit au four dans un moule, et il est croustillant sur l'extérieur, il est moelleux à l'intérieur, il a un bon goût d'amande comme on aime. Euh, ou alors, autre exemple très simple, c'est quand quelqu'un vous demande la route, en même temps, vous dites, tu as besoin d'aller à la mairie par exemple. Ouais, par exemple, Voilà. la mairie. Euh, Vous prenez au rond-point, vous prenez à gauche, vous prenez à droite, et vous arrivez à la mairie. J'ai compris. Voilà, ça, c'est l'impératif. Parfait. Le déclaratif, bon, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus difficile à comprendre, mais c'est de dire, bah, la mairie, c'est un grand bâtiment rouge, c'est entre le Franprix et le cinéma, au 30 rue du Château. Je vais galérer un petit peu quand même. Voilà. Du coup, le Compose, c'est écrit avec du Kotlin, donc c'est du coup des API qu'on a l'habitude d'utiliser. Euh, Avec toute la force de ce qu'on connaît hein, sur le Kotlin, vous allez avoir toutes les fonctions qui sont super utiles et qui vous ont fait faire waouh quand vous êtes passé de Java à Kotlin. Du coup, bah, un corollaire de ça, vous allez écrire aussi moins de code, parce que bah, vous savez, en Java on écrit plus de code, en Kotlin on écrit moins, et bah, pour le Compose, comme tout le UI va être en Kotlin, vous allez écrire moins de code aussi. Et au final, c'est compatible, hein, puisque finalement, on peut mettre du Compose dans des vues Android. On peut mettre des vues Android dans du Compose. Donc, si vous avez des composants, vous avez passé beaucoup de temps à les faire en vue et que vous avez besoin de faire un écran en Compose et que vous voulez mettre des vues Android dedans, c'est possible aussi. C'est la fameuse interopérabilité. Voilà. Euh, donc, c'est compatible avec les thèmes AppCompat, avec les thèmes matériels, c'est compatible avec le mode nuit d'Android. Au final, c'est pas pour rien que Google pousse ce framework-là maintenant, puisque c'est super bien. Ok. Donc, si, quelle que soit un peu la philosophie avec laquelle vous développez sur mobile, quelle que soit votre architecture préférée, vous n'arriverez pas à m'enlever l'idée que ce qui est affiché sur l'écran, c'est le fruit d'un état qui est sous-jacent derrière, dans un view model, dans ce que vous voulez. Mais voilà, il y a toujours un état à un moment donné. Donc, les composants ont des états. Par exemple, les champs texte, ils peuvent être idle, ils peuvent être focus, ils peuvent être remplis, ils peuvent être désactivés, ils peuvent être en erreur. Les boutons, c'est pareil. Donc voilà, tous les composants ont des états. Quand on généralise un peu à des vues qui sont des ensembles de composants natifs, bah, ces vues vont pouvoir avoir des états aussi qu'elles vont répercuter à leurs enfants. Là, par exemple, on a l'exemple d'une drop down où l'état collapse ou expand va être propagé aux enfants en fonction pour leur donner leur visibilité. Et si on généralise plus loin, plus, on peut très bien voir que un écran, en fait, c'est le fruit d'un état, et que un même écran peut avoir plusieurs rendus différents en fonction de l'état que vous lui donnez. Donc, je parle un petit peu d'état, même si on est sur du truc d'animation, parce que ça va être important pour la suite. Puisque finalement, on va chercher à animer des états, de passer d'un état à un autre et d'avoir une transition entre un état et l'autre pour que ce soit pas de A à B sans qu'il y ait, sans qu'on voit quelque chose qui bouge entre deux et qui soit un peu plus agréable pour l'utilisateur. Bon, tout ça c'est bien. On a compris ce que c'était Compose globalement. On sait à peu près comment on va définir une vue. Mais est-ce que tu aurais un exemple, Antoine, d'une application? Oui, bah oui, on a du coup développé une
qui permet de gérer sa collection de chatons de façon ludique et efficace. Hein, T'en as beaucoup des chatons? ouais, dans l'application 25. Allez, on regarde ça alors. C'est celui-là. Alors, si on regarde un peu l'application, qu'est-ce qu'on voit? Des chatons. Des chatons. Alors ici, on a un écran avec une liste. Ouais, c'est ça, une liste de tout ce qu'il y a de classique. Une belle liste. On a un petit bouton, un fab ici, qui nous permet d'inverser la liste. Donc on va avoir les chatons dans l'ordre non alphabétique, l'inverse. Et si on on touche pour aller dans le détail d'un chaton, on va voir qu'on a des informations. On a des informations pour le vétérinaire, on a un petit peu tout ce qui est caractéristique du chat. Son propre félin, en fait. Fantastique féline Et on voit aussi le tempérament. Alors celui-là, il parle anglais. Ouais, bah, les tempéraments sont en anglais dans l'application parce que c'est la langue avec laquelle on place les chats. Ok, c'est parfait. Donc ici, on peut un petit peu, ouais, on peut mettre un fav, on peut étendre ou collapse le tempérament. Ok, on a déjà de quoi faire, je pense. Et ben, ça tombe bien. Moi, j'aimerais bien, c'est changer un petit peu l'application et rajouter des petites animations. Pour l'instant, c'est assez statique. Alors, je vais essayer de switcher régulièrement pour que vous voyez bien. Donc, c'est assez statique et j'ai l'impression qu'on va pouvoir faire 2-3 trucs. Donc, on va faire un peu de live coding. Et pour ça, on va aller directement dans Android Studio. Alors, on a préparé 2-3 choses. Dans la to-do, je vois qu'on a quelques petites modifications à faire. On va commencer par le fab. Alors ici, le fab, si on change, pour l'instant, il était affiché. Il y a un texte qui est affiché, non, qui est pas affiché justement. Il y a un if qui est faux. Et si on rajoute un animated visibility, donc c'est une fonction compose qui est ajoutée à travers le package des animations, et qu'on relance. Donc normalement ici, on relance. On va voir qu'on va pouvoir avoir le label du fab qui va s'afficher. Je crois que c'est à partir du moment où on voit plus le premier item. C'est ça, on a mis en place un état qui du coup se met à jour quand le premier item n'est plus visible et du coup l'écran, enfin le texte apparaît ou disparaît en fonction de cet état. Toujours les états. C'est important. Donc ça, c'est pas mal. Ça rajoute un petit peu de vie à l'application. Dans un second temps, voilà, on a un deuxième to-do ici. Moi, j'aimerais bien, c'est le petit bouton. Alors, je vais le réafficher. Le petit bouton ici, quand on trie dans un sens ou dans l'autre, peut-être que le logo, on pourrait le changer pour qu'il s'inverse. Ouais. Faire une espèce de rotation. On le voit, hein, de toute façon, c'est une rotation Y pour inverser, pour que l'ordre corresponde à l'ordre du tri des chatons. Alors ici, justement, on va rajouter le modifier scale avec le scale Y qui va changer l'axe, mais sur l'Y pour le petit icône ici qu'on voit. Et ce scale, pour pouvoir l'animer, on va utiliser, je vais relancer comme ça, parce qu'on connaît Gradle, ça peut mettre un peu de temps. Le scale, ce que ça va, l'animate float as state, donc c'est la fonction là qui est importante pour l'animation. Ce que ça va faire, c'est en fonction de l'état sorted ou non sorted, on va inverser la valeur du scale Y pour inverser l'état de l'icône. Donc on commence tout doucement, mais voilà, on inverse et il y a une petite animation qui va avec, et en plus ça passe très bien sur la projection. C'est parfait, c'est encore mieux sur l'écran. On pourra vous montrer après, pas de souci. Ok, ça c'est pas mal. C'est beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ici? On a aussi ici, dans la fiche, il y a le tempérament ici qu'on peut afficher et masquer. C'est pareil, on peut faire une rotation peut-être sur la flèche pour que ça se déplie facilement et avec une animation qui rotate, comme on dit, de 280 degrés. Alors ici, hop là, on décommente et on voit que on fait toujours une animation avec le animate float as state et on va lui rajouter une animation spec.
Donc on y viendra plus tard, vous allez comprendre ce que c'est exactement. Et ça va permettre de changer, de donner au arrow rotation une valeur en fonction du state ici qu'on a, du expand state. En fonction s'il est collapse ou expand, il va y avoir une animation qui va pouvoir être effectuée. Et ensuite, ici, voilà, il était bien là, bien commenté. On va pouvoir toujours faire le rotate. Hop, sur notre belle flèche. Hop là, ça se relance. Ah, il est pas mal ce petit chat. Hop, et ici, normalement, quand on clique, je sais pas si ça se voit bien. Voilà, c'est parfait. Ça rotate bien. Moi, j'aime bien quand ça rotate. Et ensuite, pour l'expand state, alors, on va toujours utiliser le animated visibility. On va aller directement faire le bon mouvement. Moi, j'aimerais bien, c'est rajouter une animation quand ça s'étend. Ouais, faire que ce soit pas on-off. Ouais. D'étendage de chat, ouais. On va étendre un chat. Donc, dit comme ça, c'est un peu étrange. Ouais, c'est pas mal. Là, il y a un truc, hein. T'en penses quoi? Bah, c'est bien animé. Ouais. Et c'est vrai que. Je suis content. Ouais. Bah, c'est joli, mais maintenant, physiquement, c'est de déplier un truc et le bazar arrive. Ouais, bon, enfin, ça va quand même. C'est pas mal, mais est-ce que je peux me permettre? Vas-y. Tu crois que tu peux faire mieux? Je pense, ouais. Ici, on a mis un styling horizontally. Un styling vertical. Ici, donc, on a plus un X, on a un Y, hein, bien sûr, parce que comme on est vertical sur le Y, ici, bien sûr, aussi. Vertical, voilà. Et on va vers un Y. Donc là, on voit quoi? Bah, le style. Voilà. Full 8 fois moins 1, donc il va être à une fois sa hauteur au-dessus, il va descendre jusqu'à la hauteur, et après il va repartir jusqu'à A. Ouais, bah c'est des maths, mais moi je pense qu'il y a un piège quand même. Ah, le moins. Ok, c'était ça le piège. Ouais. Ah, faut avoir quelques notions de maths peut-être. Et là, du coup, c'est magnifique. Ah oui, là, du coup, c'est beaucoup. Ouais, ok, ça paraît plus logique. Ouais. Bon, ok, t'as raison. Ça me va, ok. Dernière animation, là, il y a le fav ici. Quand on clique dessus, c'est pas mal. Mais ce serait peut-être bien aussi de changer la couleur. Un petit peu, ouais. T'imagines bien qu'on avait tout prévu, hein. Alors ici, on va changer toujours en utilisant un animate as state. Donc c'est pas un animate as float as state. C'est pas si simple. C'est pas si simple à dire. Ils sont pas. Ouais. Et on va pouvoir changer la couleur du contenu. En fonction de la valeur du fav, s'il est fav ou pas, on va passer en primary ou la couleur de surface. Sur la couleur du texte, en l'occurrence à la couleur de l'icône, et sur la couleur du container. Et donc ici, comme ce sont des states, on va devoir récupérer la valeur parce que il va y avoir un changement progressif entre les deux. Je sais pas si vous vous rappelez comment on faisait ça avant avec des fonctions d'interpolation qui faisaient la couleur de sortie et qui calculaient toutes les couleurs entre deux. Ouais, bah c'est pas si simple que ça, alors que là, en quelques clics, normalement, voilà, quelques lignes de code. Bon, c'est vrai qu'on avait un Ça reste subtil, mais c'est subtilement époustouflant. C'est surtout les lignes de code. Moi, je trouve que là, franchement, c'est subtilement époustouflant. Bon, on est pas mal là. On est déjà bien commencé. Ouais. Allez, un petit résumé. La première fonction qu'il y a à retenir, je pense, c'est le animated visibility. C'est lui qui va permettre de changer de faire apparaître un bloc ou du texte ou un icône assez facilement. Surtout si on faisait déjà un if is visible ou is pas visible.
invisible. Ça va permettre d'aller assez vite pour faire un affichage avec une animation. On peut aussi spécifier une animation, une spécification en entrée ou en sortie de l'affichage. Je crois pas qu'on l'ait fait là, mais on va peut-être le voir après. On peut spécifier qui se déplie ou qui se replie ou d'une façon ou d'une autre en entrée ou en sortie. Et les éléments du bloc qui est animé, on peut aussi leur spécifier chacun une animation d'entrée ou de sortie. Ensuite, ce qu'il y a à retenir, c'est le animate as state. Et cette fois, j'ai réussi à le dire. On va pouvoir animer les DP, les offsets, les sizes, les floats. Tout est écrit là de toute façon, assez facilement et en récupérant du coup un state qu'on peut utiliser sur un modifier pour pouvoir gérer l'affichage et ça va se faire très facilement. Et en plus, on peut personnaliser avec l'animation spec. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Bah, du coup, bon, on va y revenir tout de suite, hein, on y est. Ouais. Donc, du coup, on va parler des interpolateurs. Donc, les interpolateurs, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec la police internationale. C'est un bien grand mot pour une chose toute simple, c'est comment la propriété que vous allez animer va évoluer dans le temps. Donc, par exemple, vous allez animer l'opacité d'un composant entre 0 et 1 seconde. Comment l'opacité va évoluer pendant cette seconde? Il y a plusieurs courbes qui existent hein, pour les interpolateurs. Typiquement, vous prenez une balle, vous la lâchez, et vous tracez une courbe de vitesse, vous allez avoir quelque chose comme ça. Puisqu'en fait, au final, la vitesse est nulle du départ, elle va augmenter progressivement jusqu'à atteindre sa vitesse maximum au moment où la balle va tomber sur le sol. Donc les courbes comme ça sont implémentées par défaut dans les SDK, que ce soit Android ou autre. Donc il y a le easing, la plus simple c'est la linéaire. La propriété va évoluer de façon constante dans le temps. C'est le fameux f de x égale y. Voilà, si vous vous souvenez de vos cours de maths. On a le ease-out qui est l'inverse du coup, à savoir que ça va commencer vite et ça va terminer doucement. C'est un peu le tiroir Ikea que vous claquez, vous savez, il y a des petits freins à la fin, donc ça va venir se fermer tout doucement pour pas qu'on se pince les doigts. Et le ease-in-out qui est un peu le mix entre les deux. Qui correspond un petit peu aux embouteillages. Hein, finalement, on connaît ça un peu en ce moment. Ouais. Vous êtes à l'arrêt, la voiture devant vous repart, vous accélérez tout doucement, vous atteignez votre vitesse de pointe, si je peux dire, et vous vous rendez compte qu'il y a un bouchon en face, donc vous ralentissez, vous arrêtez. Perso, moi, c'est mon préféré. Ouais. Pas les embouteillages, hein, mais le... C'est très souvent utilisé, effectivement. Ouais. Alors, on va parler un petit peu maintenant maintenant qu'on a fait de la physique, tout ça, on va Ouais. parler de code, hein, parce qu'on était là pour ça du départ. Les animated vecteurs durables. 1, 2, 3, les animated vecteurs durables. C'est dur à dire aussi ça, hein. Je ne facilite pas la tâche au niveau de l'élocution. Vous connaissez un petit peu les animated vecteurs durables, même si vous n'avez jamais fait de compose, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, au moins des vecteurs durables. Qui connaît? Loïc, tu connais? Loïc, tu connais. Loïc, tu connais aussi. Bah, c'est parti. Tu vas animer quoi? Bah, en fait, moi je trouve que ton crâne là il est cool. Ici, là, ta petite animation elle est sympa. Ouais. Mais en fait, c'est pas quand même terrible, parce que l'icône vient s'écraser pour repartir dans l'autre sens. Non, mais elle est sympa. Hein. Elle est sympa, ouais. Ouais. T'as pas pris longtemps à faire. Bah, ça m'a pris 2 minutes, je pense. Ouais, voilà. Alors que là, c'est vrai que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé quand même 1h30 sur un outil qui s'appelle Shapeshifter. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est quand même particulièrement pénible à utiliser. Parce que du coup tout est en ligne, il n'y a rien de sauvegardé, enfin, c'est un peu voilà, c'est un peu du one shot, il faut vraiment faire votre truc et une fois que c'est fait, vous l'exportez et puis vous ne pouvez plus toucher. Et du coup ça demande pas mal de travail pour faire un petit. Oui. Oui. Voilà. Donc pour utiliser les animated vector drawable sur Compose, en fait il va nous falloir, je vous donne en mille, un état qui va définir en gros l'état d'animation, où on en est dans l'animation de vector drawable. Il est ici. Donc on le met en remember et c'est un table state parce que remember ça survit à la composition. On va venir récupérer juste ici un animated vector ressource dans le répertoire de ressources drawable, ça vous avez d'habitude, je pense. Et après tout ce qu'on a à faire c'est venir remplacer du coup l'icône qui était ici, l'image vector qui était là, par du coup un painter. Alors, les painters, après, ça dépend de comment vous utilisez les ressources. Hein. Attention Antoine, je crois qu'il y a un piège quand même. Ah oui. Ouais, je pense. Parce que Baptiste s'est amusé à mettre un scale direct tout à l'heure, mais on va l'enlever. Sinon, je vais faire en animation, mais le truc va en plus se retourner, donc c'est vrai que ça va être peut-être un petit peu tendu. Ouais. On s'était fait avoir quand on avait testé. On s'est dit ça.
Je clique. Ouais, qu'est-ce qu'on a cassé? Qu'est-ce qu'on a cassé? Et en fait, là, on se rend compte qu'en faisant ça, on a récupéré donc l'animated vector ici. Et pour lancer l'animation, il n'y a rien de plus simple. On a un état qu'on a passé un paramètre du vector painter ici. On a juste à inverser. Donc là, nous, sur le clic, on inverse l'état. Ce qui fait que ça va jouer l'animation dans un sens et dans l'autre. En plus, c'est plutôt bien fait. On va retirer également le texte pour ne pas gêner la lisibilité de l'ensemble. Voilà. Hop. Donc là, c'est incroyablement rapide. Et en plus de ça, ça fonctionne. Oh, Ah, elle est mieux, ça va quand même. c'est vrai qu'elle est mieux. Alors c'est subtil, mais ça tourne et les barres se redimensionnent en même temps pour venir. Ouais, en fait, ça valait peut-être pas le coup de passer 1 heure et demie à ça. T'as peut-être passé beaucoup de temps dessus quand même, ouais. Mais au moins, c'est joli. La mienne, elle faisait le travail et ça m'a pris 5 minutes à la fin. Autre chose qu'on peut faire sur cette liste, bah, vous voyez qu'en fait, ça, l'icône elle est super jolie, ça bouge dans tous les sens, c'est plutôt cool. Par contre, la liste elle est rafraîchie de façon Ça serait bien de mettre une petite animation, tu sais, sur les Recycler View, tu peux faire un truc qui permet de... Ouais, c'est ça. Diffutile, ouais, c'est ça. C'est un truc qui prend avec les viewholders et tout. Ouais, c'est la galère, ouais. Ouais. Avec Compose, en fait, vous allez voir que ici, donc on est dans la lazy column. Donc la lazy column, c'est le... C'est ce qui correspond à le Recycler View qu'on fait habituellement avec des vues. C'est la Nemesis du Recycler View. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, dans le lazy item scope, qui est du coup la fonction, dans la fonction ici, on a juste à ajouter un modifier animate item placement. Voilà. Et on revide. Donc en une ligne. C'est ça. C'est plutôt magique. Alors on n'a pas d'action chez Google, hein. Je précise parce qu'on en voit un peu le truc là, mais en fait en vrai, on est juste subjugué par la facilité avec laquelle on peut faire ce genre de choses. Ah oui, Clarisse, après c'est Clio, c'est Charlie, c'est Clio. Par contre, okay. Le petit truc, c'est qu'effectivement la liste voilà, la liste reste sur le premier item sur laquelle elle est. Donc là, si quand Antoine switch et qu'il passe de Clarisse et qu'il passe dans l'ordre inverse, Clarisse reste le premier item, c'est juste les items qui sont en dessous qui bougent, enfin au-dessus et en dessous, mais on reste placé sur l'item qui était déjà le premier. Ce qui serait bien, c'est qu'en fait la liste remonte systématiquement. Idéalement, ce serait bien. De façon smooth en plus. Je pense. Ouais. Je pense qu'on a de quoi faire. Hein. Mm-hmm. On a juste rajouté un petit délai histoire que ce soit pas trop. Ouais, une petite coroutine aussi. Hein. Animate scroll to item 0. Donc animate scroll to item, c'est excessivement parlant. Le state, on le donne à la liste. Mm-hmm. Quand on fait un animate scroll to item, le scroll va remonter jusqu'à l'item 0 ou descendre jusqu'à l'item que vous voulez. Et on peut également faire un animate scroll by si vous voulez faire une animation de scroll relative en fonction d'un certain nombre de dp. Donc là, voyons tout de suite ce que ça donne. Oh, ça build tellement facilement. Il n'y a pas dagger ou hilt. Il n'y a pas hilt. On est tout en bas. Ça remonte tout en haut pour les esprits le qui était le dernier. Et ici, on revient à mettre le philosophe. Eh ben bravo. Parfait. Bravo Antoine. Alors en synthèse. En synthèse, du coup, les animated vector drawable, on a vu qu'ils étaient liés à un état, donc ici en booléen, qu'il fallait juste aller récupérer la vector ressource dans les drawables, comme vous le feriez avec une image classique, sauf que c'est animated vector ressource. Vous créez un painter avec le remember animated vector painter en donnant le state, de façon à avoir un lien entre tout ça. Et pour le brancher d'animation, il y a juste à inverser le state. L'animation du vector drawable est lancée. Au final, le plus dur, c'est pas de faire ça, c'est de faire le vector drawable. Ouais, je pense, ouais. Pour animer des listes, du coup, on l'a vu, c'est une ligne, animate item placement. Au niveau des lazy list state, on peut animer avec de l'animate scroll. Et l'animate scroll ball, j'en ai parlé. Et du coup, on a pris soin de le rappeler. Plus besoin du diffutils. Donc on gagne en quantité de code avec Compose et en quantité cognitive, j'ai l'impression. Cognitive. Très bien. Passons à la suite. Je crois que c'est mon moment préféré. Voilà. Si on regarde un petit peu l'application pour l'instant, donc quand on passe d'un écran à l'autre, bah, ça fait un petit fade entre les deux, ça fait une petite transition. Ok, c'est smooth,
Mais on pourrait ajouter un petit effet par-dessus qui, on passe sur un écran suivant. Donc pourquoi pas rajouter l'écran par-dessus ou faire une animation par-dessous pour un petit slide in, un petit slide out. Ça te dit qu'on voit ça? Ouais. Tu saurais nous expliquer un petit peu comment, enfin, Ouais, la physique qui peut y avoir derrière? le plus simple, c'est quand même que je vous montre de façon physique, puisqu'on parle de physique. Vous imprimez des écrans. Ici, on a l'écran de liste, effectivement, qui correspond à l'écran A. Allez, bon courage. Et ici, on a l'écran de détail qui correspond à l'écran B. Donc, j'essaie de me mettre en symétrique par rapport à vous. Et le but, ça va être du coup de faire passer l'écran A sur l'écran B. Et quand on quitte l'écran B, de faire revenir l'écran A de cette façon-là. D'accord? Donc, pour ça, on a 4 animations à configurer. Mhm. C'est la Enter animation, c'est l'écran qui va arriver ici, qui va rentrer. De quelle façon il va rentrer? Est-ce qu'il va rentrer en slidant de la gauche vers la droite? Est-ce qu'il va rentrer en slidant du haut vers le bas? Écoutez bien. Ouais, c'est la partie technique. Hein. L'animation de sortie, du coup, c'est comment cet écran-là va sortir quand lui va rentrer. Donc si on ne lui dit rien, lui il va rester tranquille et il va se faire slider. Hein, Mhm, mhm. mais on peut aussi, par exemple, le faire slider aussi. Dans ces cas-là, l'écran va être poussé simplement. On peut le faire partir vers le bas. Enfin, voilà, il y a différentes façons de faire apparaître les écrans. Et pour la disparition des écrans, c'est exactement la même chose. On va définir une pop animation, donc une pop exit animation qui s'en va, et une pop enter animation qui est du coup était derrière, qui rentre dans le. Bon, écoute, Antoine, je pense que c'est assez compliqué comme ça. Ouais, on va faire le code, ce sera beaucoup plus simple parce que les noms des attributs sont vraiment pas du tout parlants entre Hunter Exit, Pop Hunter, Pop Exit. Ça donne des beaux fous rires quand on arrête. Ouais, c'était pas mal. Alors pour faire ça, on va simplement remplacer le nav host. Donc le nav host, c'est le composant qui est chargé de mettre en place les écrans les uns à côté des autres, on va dire. Pardon, les écrans, les composables. C'est lui qui va les gérer avec le nav controller. Et ce qu'on va faire, c'est remplacer le nav host par je vous le donne en mille, le animated nav host. Hop là. Et je vais mettre le bon, voilà, ici, avec le animated nav host. Donc on va lui donner, au lieu d'avoir un nav controller, on va avoir un. Non, t'inquiète pas. On va avoir un animated nav controller. Et c'est à peu près tout. Donc cette librairie animated nav host, elle est disponible à travers un accompanist. On va y revenir après. Et la petite subtilité, c'est qu'il va falloir lui dire, au lieu d'utiliser des composables par défaut ici, qu'on voit dans la librairie de navigation, on va utiliser des composables qui sont issus de la librairie de navigation animation de l'accompagniste. C'est la subtilité en fait, parce que ça a exactement le même nom pour que ce soit plus commode. Mais en fait, en vrai, si vous oubliez de changer les imports, ça va cracher complètement. On a déjà eu le tour aussi. Et ensuite, quand on va afficher ici notre composable, quand on va demander à notre graphe d'afficher notre composable, on va lui donner une animation en entrée, donc une Hunter Transition, et là on va faire une Pop Exit Transition. Donc ça va être pour l'écran B qui va aller dessus, c'est le Pop Exit, c'est son animation à l'écran B de sortie. On va pas toucher à l'écran A, sinon d'un point de vue code, ça aurait été encore plus compliqué à comprendre. C'est possible. Donc là on va rajouter un slide into container avec une direction left et en sortie un slide out vers la droite. Ça va, j'ai bien révisé mon anglais aussi, ça va. Et donc si on teste ici, on va aller sur le chat. Ah oui. Ah, c'est quand même un peu plus. Ouais, ça va, c'est quand même un peu. C'est un peu mieux, voilà. Donc on peut l'essayer sur plusieurs. Et en fonction, on peut choisir de mettre des transitions qu'on veut. Il y en a quelques-unes qui sont prédéfinies et on peut choisir aussi de les paramétrer. C'est pas mal. Donc pour résumer, il faut passer du nav host animated nav host. On peut customiser l'entrée, la sortie, le pop enter et le pop exit. Ouais, c'est exactement la même chose, mais il manque une chose, il manque le shared element. En XML et avec les vues classiques en Android, on peut spécifier entre un écran A et B, il y a un élément qui est partagé entre les deux. Par exemple ici, ça aurait pu être la photo ou le nom. Ouais, le nom du chat ou la photo. Et imaginez que cet élément bouge en même temps que la transition. Là, la photo serait
serait parti du rond, aurait grandi pour venir se mettre à sa taille sur l'autre écran. Voilà, ça c'est un des éléments qui est manquant dans cette librairie. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'est pas encore intégrée à Compose dans les librairies Android X, mais que elle est issue d'une librairie accompagniste. À mon avis, une fois qu'ils auront ça, ils vont l'intégrer directement dans Compose et que ce sera disponible par défaut. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi j'ai bien aimé, c'est le petit chat au début. Ouais. Ouais, il y a moyen de lui faire un truc. Bah, de toute façon, je pense qu'on va parler d'un petit chat qui fait des mouvements. Je pense que vous savez exactement de quoi je vais parler. Pardon. Vous avez tous déjà vu ce gif. Hein. Et moi, je trouve que le petit chat du début, c'est une application qui correspond exactement à ce gif. Parce que c'est vraiment top si on arrive à faire twerker notre petit chat. Ouais, un petit bounce comme ça, il y a un truc à faire. Hein. Bon alors, j'ai un petit peu triché, je vous avoue. Le chat du début, il est là sur cet écran. Il est déjà un petit peu en deux parties, parce que ici, il est dans une image, elle est dans une box, et en fait, on est légèrement sur le côté ici. Et il a le petit popotin qui est derrière. Donc, ce qui serait bien, du coup, c'est de réussir à animer le petit popotin pour le faire tourner. Donc, suivant l'axe, du coup, là, ici, on a mis une rotation Z, parce que si vous vous rappelez du cours de mathématiques, vous avez l'axe X, l'axe Y, l'axe Z, comme ça. Ouais. Voilà. Donc, le faire tourner sur l'axe Z, ce serait vraiment le top. Ouais. Allez. Donc là, on va lui appliquer une petite rotation Z. Et du coup, la valeur de rotation, ça va être une valeur animée. Pour définir une valeur comme ça, donc on va définir une transition qui sera donc infinie, puisqu'on va vouloir que ce soit de toute façon infini le temps que l'écran se charge derrière, le temps que l'application se charge derrière. Et donc sur cette transition infinie, on va lui demander d'animer un front qui ici va correspondre à l'angle du popotin de chat, qui va passer donc du coup. C'est la meilleure partie. Hein. La meilleure partie. Ça va passer du coup de moins 20 degrés à moins 20 degrés, mais en passant par plus 20 degrés. Ok. Ouais. Voilà. Je visualise. Donc pour ça, on va utiliser quelque chose qui s'appelle des keyframes. Des keyframes, les fameuses keyframes. C'est ça. Qui sont du coup des images clés. Donc on va pouvoir préciser ici, dans le keyframe spec config, une durée. Donc nous, on va dire que 1200 millisecondes, c'est pas mal. Et du coup, les trois images clés qu'on va définir, c'est qu'on aimerait bien que la valeur soit à moins 20 degrés à 0 secondes, 20 degrés à 600 millisecondes et moins 20 degrés à 1200. De toute façon, on va revenir sur un truc de départ. Donc là, on va avoir une valeur du coup de rotation qui va faire moins 20 plus 20 moins 20. Ouais. Et si on applique ça au popotin de chat, ça devrait marcher. Ouais. Ça paraît assez lisible. Il y a un peu de code quand même, mais ça paraît assez lisible tout de même. Je me demande si on aurait eu l'idée de faire ça. Je me demande combien de temps ça nous aurait pris pour faire ça avec des vues en XML. Oh, il est trop bien. On peut même le relancer. Hop. Oh. Trop cutie. Du coup, on l'a vu, les animation specs, ça permet donc de définir comment les valeurs vont se transformer. Il en existe plusieurs. Donc on avait utilisé un petit peu au début le twin qui permet d'animer entre une valeur et une autre. Le spring on l'a pas utilisé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hein. Moi j'adore le printemps. Et du coup c'est basé sur les notions physiques, tu vas pouvoir gérer l'amplitude, les rebonds. Le nombre de rebonds. On a aussi les keyframes, donc comme on vient de le voir, qui permettent de définir vraiment très précisément comment la valeur va évoluer dans un laps de temps très précis. Il y a aussi le fait de pouvoir le répéter avec les repeatable. Et il y a aussi, donc on va pouvoir le répéter un nombre de fois défini. Et avec les infinite repeatable, on va pouvoir le répéter sans fin. Voilà, à l'infini. Et le snap, on voit pas trop l'utilité, mais c'est vraiment pour passer d'un état à l'autre. Donc c'est dans les animations, mais à mon avis c'est pour justement éviter à certains moments d'utiliser des animations si c'est plus nécessaire. Peut-être dans des enchaînements d'animations. Ouais. On repasse tout de suite à cet état-là.
Ouais, alors je vais montrer l'écran qui m'intéresse, c'est celui-là. C'est l'écran ici avec un petit peu les attributs, les caractéristiques. Exactement. Donc on voit qu'il y a des progress bars. On a mis des progress bars. Il y a pas de surprise. Câlin, malin ou indépendant. Ça serait bien quand l'utilisateur arrive sur cet écran qu'il ait tout de suite une animation, par exemple la progression de la progress bar directement à l'affichage. Une fois et une seule. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là-dessus. Et alors, pour faire ça, on va aller justement dans le composant de l'animation de la barre en lui-même, et on va ajouter un animatable. Donc on va le mettre dans la fonction remember pour qu'il survive à la recomposition. Et ici, on va ajouter un launch effect, donc en lui passant comme paramètre, comme clé, la valeur true pour dire bah ça va pas changer parce que quand dans le launch effect la valeur de la clé change, ça rejoue l'effet qui est souhaité. Et là, on va attendre 800 millisecondes et jouer une animation. Donc ça va être un twin pour passer de la valeur initiale ici à la valeur 0, à la valeur de l'attribut de notre chat. Voilà, ça me paraît assez simple et efficace. Voyons ce que ça donne. Ah, j'en reviens pas, ça se lance tellement facilement. Ah ouais. Attention, allez, on choisit au hasard Georges. Et attention. Alors regardez, c'est magique, c'est éblouissant. C'est éblouissant, époustouflant. On va le rejouer un petit peu. Donc vous avez vu entre deux, il y a une animation de loading, justement parce qu'on passe d'un état à l'autre. On a rajouté un chargement. On vous l'a pas montré parce que c'est à la base de keyframe aussi. Ouais. Et vous venez de le voir, donc vous avez déjà assimilé la notion, je pense. Et attention, on regarde les progress bars parce que j'en suis fier. Oh, c'est tout de même assez époustouflant, époustouflant. Bon, on a fait pas mal de choses là. Donc au niveau du launch effect, ça va se lancer une seule fois ça va se lancer lors de la composition. Si on utilise un paramètre qui ne bouge pas comme clé. Faut faire attention dans les listes quand on va scroller, faire disparaître la vue et la réafficher, ça va relancer la composition, donc ça va relancer l'animation. Et l'animation, attention, si le composable est plus bas dans l'écran, si par exemple on a une scroll view et qu'on veut l'afficher mais qu'il est en dehors de la zone d'affichage, l'animation va quand même se jouer. Donc il y a peut-être un truc à réfléchir pour aller plus loin, pour le faire que quand on scrolle et qu'il s'affiche, le jouer à ce moment-là. En conclusion, ouais, on a été assez technique, on vous a peut-être perdu, mais globalement, on vous a montré pas mal de choses pour vous dire que c'est simple à utiliser. Nous, on est passé des vues à compose. On a vu qu'il y avait une documentation pour la partie animation, et quand on la lit, on fait, en fait, ça prend beaucoup moins de temps à faire avec Compose qu'avec les vues XML. C'est toujours la galère. C'est correct. C'est époustouflant. Aussi, il faut mettre la bonne animation au bon moment. Faut pas avoir un sapin de Noël non plus que ça scintille dans tous les sens. Il faut que ça soit utile pour l'utilisateur, qu'il soit distrait par une animation qui ne sert à rien. Et il faut faire attention à la physique de l'animation. On l'a vu à un moment, on a affiché un bloc, on l'a mal affiché. C'était pas très logique et l'utilisateur aurait pu être perturbé, se dire bah non en fait c'est pas logique que ça s'affiche comme ça, il doit y avoir un problème. Donc faire attention. Si on avait le temps, on va montrer aussi, mais c'est très perturbant si vous avez des écrans qui s'affichent pas au niveau des transitions dans le même sens. Si par exemple vous appuyez sur un bouton et vous attendez que l'écran rentre comme je l'ai montré tout
tout à l'heure et qu'en fait il arrive dans l'autre sens, vous allez vous dire qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis revenu en arrière. Voilà. Faire attention aussi au sens de lecture habituel des transitions. Faire quelque chose qui soit cohérent et avec la physique et avec ce que cette habitude. Tout à fait. Concernant du coup maintenant l'utilité globale des animations et leur rentabilité, Mhm. on a vu que c'était pas forcément, toujours utile de se casser la tête, notamment au niveau des animated vectors du Hubble, puisque vous pouvez faire quelque chose qui était peut-être pas aussi joli, mais moins compliqué que ce que moi j'avais fait. Mhm. Donc finalement, c'est pas super rentable de passer. Donc on sait que avec d'autres solutions, on peut faire des choses plus simples et plus rapides. Le motion layout, on n'a pas parlé. On n'avait pas envie. Mhm. Le layout, ça a été poussé à un moment donné. Vous connaissez peut-être, c'est un enfant du constraint layout qui du coup prend plusieurs constraints set et qui peut, en fonction de l'état, changer son constraint set directement de façon animée. Donc c'est plutôt très joli à voir. C'est plutôt très adapté à la façon XML de concevoir des vues. C'est possible de le refaire en compose. Ça existe. Le composable, Ouais. motion layout existe en compose. On suppose qu'ils l'ont créé en compose parce que pour pouvoir justement transformer des applications qui soient en vue XML en compose pour dire aux développeurs vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Mais donc c'est utilisable, mais C'est utile. utile, on n'en est pas forcément beaucoup plus sûr. En fait, avec tout ce qu'on vous a montré, il est assez facile de passer déjà des constraintes layout, parce que c'est ça le but en fait avec le motion layout, c'est que tout le monde utilise des constraintes layout parce que ça a été poussé imposé par Google. Ah ouais. Et finalement, aujourd'hui, ils disent au niveau du compose, c'est plus forcément utile d'utiliser des constraintes layout, il vaut mieux utiliser des rows et des colonnes. Finalement, quand on voit tout ce qu'on arrive à faire avec des rows et des colonnes, est-ce qu'il y a encore un intérêt à utiliser le motion layout? Pour l'instant, ça reste La question reste posée. Ensuite, on a toujours des états sur des écrans. On peut avoir des états de chargement, on peut avoir des vues qui sont à moitié remplies, des vues en erreur. Donc, c'est important de penser que un écran, c'est pas juste un affichage simple et unique. Il y a l'utilisateur qui va interagir dessus, et donc il faut aller plus loin que juste l'écran, l'aspect de l'écran. Et c'est bien de penser à mettre des animations justement entre les états de cet écran. Et idéalement, et là ça va un peu plus loin, il faut demander à avoir des maquettes qui soient animées, demander à l'équipe de design UI UX à justement avoir des spécifications, à savoir ce que vous devez développer pour pouvoir satisfaire la demande et pas forcément l'inventer, mais pourquoi pas justement poser la question. Le mot de la fin? essayer. Finalement, on a vu que c'est ça. Et je pense que tout le monde en a besoin en fait, finalement, parce que la communauté Android, globalement, on sort grandit d'avoir de plus en plus de développeurs qui utilisent des animations. On sait, le code source, tout ça, on regarde les choses, on va parler avec eux, donc si plus il y a de personnes qui vont utiliser des animations, mieux ce sera. Le client, du coup, on a besoin aussi, parce que, comme on l'a dit, peut-être même que votre client ne sait même pas tout ce qui est possible de faire et à quel point c'est facile de le faire. Donc, essayez, proposez. Et l'utilisateur, au final, c'est celui qui a l'application dans les mains. Donc, lui, il en a besoin aussi parce que il a besoin que ces applications soient Vivantes. Du coup, on vous a remis l'URL du repo. Vous aurez accès aux slides, je pense. On va mettre ça sur un slide share, quelque chose qui sera un petit peu accessible. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques sur. Normalement, au niveau du timing, on me dit dans l'oreillette le timing est OK. OK, c'est OK. Voilà, si jamais c'est des grosses remarques ou des grosses questions, de toute façon, on sera présent tout à l'heure Ouais. pour pouvoir en discuter. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. Du coup, j'aurais deux questions. Que pensez-vous de l'outil? De votre avis par rapport et aussi, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des projets qui fournissent des designs animés et avec quel outil ça marche?
Alors, on me demande de répéter la question pour l'enregistrement. L'outil, moi j'ai pas trop d'avis. Je crois il y a des outils qui permettent d'utiliser l'outil en compose. De toute façon, on peut utiliser des vues Android classiques en Compose, donc on peut adapter une animation de l'outil dans une vue Compose, même voilà, sans trop de problème. Je pense que les deux vont bien ensemble. Si on utilise déjà l'outil, bah on peut le réutiliser en compose, mais il y a aussi des outils qui sont déjà disponibles pour faire des animations. On le voit assez facilement. Après, l'outil, ça reste un site d'affichage d'animations qui ont été produites, alors je sais plus si c'est avec After Effects ou quelque chose comme ça, donc ça déporte simplement la complexité. Nous, en tant que développeurs, on utilise le shapeshifter qui est assez mal gaulé et qui, du coup, correspond vraiment à quelque chose de très basique, là où avec After Effects, on peut faire des animations beaucoup plus complexes. Mais il en reste pas moins qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui produise la ressource. L'affichage, je pense que ça va rester assez similaire à ça. Ouais. Et pour avoir des maquettes avec des animations, moi j'en ai pas eu. Alors moi j'en ai pas eu non plus. J'ai déjà eu des présentations de prototypes où les transitions entre les écrans existaient. Après c'est vrai que C'est rarement spécifié. En fait, le niveau d'animation des maquettes reste quand même extrêmement sommaire et du coup on en parlait un petit peu tout à l'heure. On se demandait si même il n'était pas intéressant au niveau des boîtes d'avoir une sorte de design système d'animation. De façon à avoir quelque chose d'un peu standard et que quand des maquettes arrivent, on sache globalement s'il n'y a pas de spécification claire et précise. Voilà, par exemple, on a montré les trucs qui s'expandent avec les chevrons qui se tournent, que naturellement on fasse ce genre d'animation, même si le client. c'est magnifique. C'est chatoyant. Mais ça doit exister des maquettes avec des animations. Nous, on n'en a pas vu pour l'instant, mais ouais, je pense que ça serait bien. Ouais. Loïc, t'as une question? Non. Merci. Merci à vous. Bah merci.